bien, nous sommes 25. On va dire que c'est un très beau nombre pour ce webinaire. Et pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, je propose que l'on commence. Donc, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir de belles personnes qui portent de beaux projets. Et donc, rapidement, les intervenants autour de la table seront Véronique Bouchard, que certains connaissent, voilà, qui est professeure de stratégie et fondatrice et dirigeante de l'Institut d'intrapreneuriat de l'EM Lyon. Marie-Christine Vidal, qui est directrice de la fabrique à projets de la métropole Nice-Côte d'Azur. Tu peux te saluer, Marie-Christine, même si on te repère avec dans les astres, et Romain Lignot, directeur du ICI Lab à Sodexo. Bonjour à tous. Voilà. Et donc moi-même, Séverine Erlin, dirigeante de la société Vianeo. Je vais laisser chacun se présenter, mais en fait, on va le faire parce que chacun va aller plus en détail dans son sujet et dans sa propre vision sur notre sujet de l'intrapreneuriat. Faut-il se focaliser sur les projets ou sur les personnes? Vaste sujet. Je me doute que vous avez un peu idée quand même de la réponse qu'on souhaite donner à cette question. Pour cela, je vous propose donc l'organisation suivante. Marie-Christine et Romain vont chacun tour à tour nous présenter leur cas vraiment de lancement de leur programme. Oui, je souligne qu'il s'agit vraiment d'un retour d'expérience sur un lancement de programme. C'est important de le dire, parce qu'en fait, nous l'exprimerons, mais c'est le sujet de justement avec quels bons piliers et quels bons éléments assurer un lancement qui promet. On n'est pas encore sur un retour d'expérience à plusieurs années sur ce type de programme. Et puis, Véronique prendra la parole après ces 20 minutes de présentation, 10 minutes chacun. Véronique prendra la parole pour nous apporter un regard croisé et un peu de recul par rapport à toute l'expérience que tu peux avoir de tout ce genre de ces programmes et d'un point de vue aussi théorique et stratégique quand tu les accompagnes et quand tu les mets en œuvre. Et puis ensuite, on aura un quart d'heure, 20 minutes d'échange que j'animerai avec un certain nombre de questions pour approfondir. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions et on terminera évidemment par un temps de questions-réponses pour que vous ne partiez pas avec des grosses interrogations, même si bien évidemment vous pourrez contacter ensuite chacun pour avoir plus d'informations, puisque 1 heure, c'est quand même assez rapide. Eh bien, allons-y. Marie-Christine, je te laisse prendre la main et tu as 10 minutes. Bonjour à tous. Je me mets un petit timer pour être sûre de ne pas… T'inquiète. Parce que je suis passionnée et je suis capable de parler pendant des heures, donc je vais essayer de me discipliner. Bonjour à tous. Alors, petite présentation rapide. J'ai fondé, je dirige la fabrique à projets qui a tout juste 6 mois d'activité, à peine plus de 6 mois d'activité maintenant. Donc, comme le disait Séverine, on n'est pas encore sur un retour d'expérience, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. J'ai un parcours, on va dire pour faire simple, d'une vingtaine d'années dans le monde des startups, en ayant créé et dirigé moi-même et surtout une grosse expérience d'accompagnement de startups dans différents types de structures, différents profils. Et c'est cette expertise, si on peut dire, que j'ai mis à profit pour lancer en interne de la métropole Nice-Côte d'Azur un centre d'innovation qui s'appelle la Fabrique à Projets. Ce centre d'innovation, on peut l'appeler incubateur interne, peu importe, c'est vraiment une première et c'est vraiment extrêmement innovant pour notre collectivité. Je sais qu'il en existe dans quelques communautés de communes, départements, régions, ça commence. Avec chacun, je pense, nos objectifs et nos méthodes très différentes. On a déjà échangé en petits groupes dès l'an dernier et on a des méthodes et des approches un petit peu différentes, mais on reste quand même sur le domaine de l'entrepreneuriat avant.
Dans notre cas, à Nice Côte d'Azur, je suis partie sur un cahier des charges avec quelques mots-clés. Le premier était de créer un outil d'innovation interne pour moderniser l'administration. On est parfaitement conscient que les administrations publiques doivent se moderniser, voire même presque changer de paradigme. Donc, c'est aussi, pas le seul, mais c'est un des outils de modernisation de l'administration, mais qui s'appuie essentiellement sur les salariés, alors on appelle ça les agents, des fonctionnaires ou pas fonctionnaires, et dans notre cas, sur 14 000 personnes en interne, sur leurs idées, en leur donnant le droit à l'expérimentation pour proposer des idées qui permettent d'augmenter la performance, d'être plus efficient, développer la transversalité. Dans tous les cas, ces projets sont là, et c'est vraiment mon fil rouge, en impliquant les personnes et en impliquant les directions impactées. Vous verrez que c'est une notion que je vais peut-être un petit peu répéter parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et que c'est une démarche bottom-up, c'est-à-dire qui vient vraiment des agents, essentiellement des agents qui sont sur le terrain. L'ambition de ce centre d'innovation interne est également de donner du sens aux personnes qui travaillent à la métropole et en les rendant acteurs de la modernisation, en développant leur créativité, donc également leur bien-être et leur motivation. On utilise des méthodes qui ne sont pas communes dans des structures publiques, de design thinking, d'ateliers d'intelligence collective, tout un tas de méthodes que dans l'innovation on connaît très bien, mais qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne pratique pas forcément beaucoup dans des structures publiques. L'idée, c'est de stimuler, c'est aussi de stimuler l'intérêt collectif, stimuler l'intelligence de chacun, mais aussi l'intérêt collectif et de promouvoir la culture de l'innovation. Alors, c'est un nouveau service qui a eu un positionnement que j'ai envie de dire idéal, c'est-à-dire que c'est un service qui est rattaché au directeur général des services de la collectivité, donc au DG, ce qui lui permet d'avoir un fonctionnement beaucoup plus fluide que d'être au sein d'une direction de l'innovation qui elle-même dépend d'un directeur général adjoint, qui lui-même dépend d'un DGS. Enfin bon, ça évite l'effet pyramide que l'on peut avoir dans une grosse organisation. Le service est directement rattaché au secrétariat général du directeur général et ça donne également une légitimité et en tout cas un accès et ça facilite énormément la transversalité qui est un des points importants du secrétariat général. Et on utilise donc des méthodes participatives qui permettent de transformer les idées qui nous sont proposées par les personnes de la collectivité en projets qui vont déboucher, comme je dis parfois, non pas sur une photo dans le journal pour une expérimentation, mais qui vont déboucher sur des projets réels, tangibles et surtout déployés et durables dans le temps. C'est un élément très important, un facteur très important chez nous. Alors, on a bien été obligé de cibler un petit peu quel type d'idées ou quel type de projet on accompagnait. Donc, 2 critères, projet innovant dans l'intérêt collectif. L'innovation, comment on l'a définie, donc ça fait plusieurs décennies maintenant, ça ne me rajeunit pas tout ça, que je travaille dans le domaine de l'innovation, je n'ai jamais trouvé une définition unanime de l'innovation. Donc, on a pris notre propre définition. Pour nous, l'innovation, c'est une idée qui va apporter un nouvel usage, soit en interne de la collectivité, soit en externe, soit vers l'extérieur de la collectivité, c'est-à-dire à destination des citoyens. Donc, c'est notre définition, quelque chose qui ne se fait pas encore chez nous. Ça peut se faire ailleurs, dans le privé, dans une autre collectivité, en France, ailleurs dans le monde. On fait un benchmark extrêmement poussé. Et tant mieux si ça se fait ailleurs. J'ai envie de dire que ça prouve que c'est faisable. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être nouveau chez nous. Et en interne, on va être sur des sujets d'organisation, des sujets RH, des sujets d'économie circulaire ou des projets en externe. Ça peut être des projets qui vont aller se déployer, des projets qui ont lien avec l'éducation, qui vont se déployer dans les écoles ou à destination des citoyens. Et le deuxième critère important qui est l'intérêt collectif, on n'accompagne pas des personnels de fonctionnaires ou de collectivités publiques. Ce sont des projets qui doivent concerner, toucher le plus grand nombre ou un grand nombre de personnes, encore une fois, en interne ou en externe. Donc, on n'accompagne pas les projets, on n'est pas un incubateur de spin-off, on est un incubateur de projets internes. Et la fabrique à projet apporte par son accompagnement de la structure, de la stimulation et de la reconnaissance
aux agents qui sont ces porteurs d'idées et qui le restent jusqu'au déploiement. C'est très important. Ils restent vraiment identifiés et partie prenante dans le déploiement de leur idée et de leur projet. Donc, de la structure, parce qu'on s'appuie sur un certain nombre d'outils, de contractualisation, d'ordre de mission, de reporting, de fiches suivies, évidemment, j'ai envie de dire, un petit peu comme dans tous les modes projet. Mais également, on s'appuie sur une méthodologie, la méthodologie Vianeo, qui nous apporte à la fois un outil de gestion de projet, mais également la structuration et toutes les étapes nécessaires pour à tout moment se préoccuper des futurs usagers des projets. Et quand je parle des usagers, on a bien sûr les usagers, mais on a également les directions qui seront impactées, parce qu'il y a toujours des directions métiers dans tous les projets qui sont impactées. Si on a un projet RH, là je pense à un projet sur lequel je travaille ce matin, on a un projet qui concerne la mobilité interne, forcément il y a une direction mobilité au sein de la DRH qui est impactée. Et à tout moment, à toutes les étapes, dès les toutes premières étapes, on les implique complètement. J'ai une petite phrase que je dis souvent, mais qui résume un grand discours. On fonctionne selon un principe qui est si tu m'imposes, je m'oppose, si tu m'impliques, je m'applique. Et c'est prouvé à chaque moment et à chaque étape et à chaque fois que j'ai des relations avec des directions impactées par les projets qu'on porte. On apporte donc aussi également, comme je vous disais, de la stimulation pour les agents. Ils sont formés. On a 2 populations, on va dire, d'agents, je vais détailler juste après, qui sont formés. Et rien que de la participation à des ateliers de créativité, certains intègrent ce mode de fonctionnement et le répercutent ensuite dans leur propre service chez eux. Et de la reconnaissance, parce que beaucoup de communication positive, et même j'ai un accord ici, il n'y a plus qu'à le faire, j'ai envie de dire, un accord du DRH que la participation à la fabrique à projet sera quelque chose qui sera valorisé sur le parcours professionnel des agents qui participent parce qu'il y a une montée en compétences. Je vais juste vous partager, parce que je ne voulais pas vous assommer, notre chemin de l'innovation tel que nous l'avons défini, notre parcours, qui est en quelques étapes. Et ces étapes sont importantes pour valider les étapes suivantes et pour s'assurer de ce déploiement par les services. Donc, il y a un dépôt d'idées qui se fait sur la plateforme, une prématuration où on fait énormément de benchmarks, où on peut faire appel à une expertise métier si besoin. Ensuite, un passage devant un comité, on en reparlera dans un second temps si vous avez envie, qui est là pour accompagner, pour prioriser, on va dire, les idées qui sont ensuite accompagnées par la fabrique à projet. Et ensuite, différentes étapes de création de valeur, modélisation de l'idée, prototypage, bien sûr le test utilisateur pour un déploiement par les services. Et ces étapes peuvent prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois. On s'adapte selon la dimension des projets. Ce n'est pas forcément, on n'est pas sur un critère temps et des projets sont plus rapides que d'autres, évidemment. Un dernier point, si je peux grignoter quelques secondes de plus, Séverine, s'il te plaît. La fabrique à projet, je suis seule dans cette fabrique, mais je m'appuie pour des raisons de transversalité et des raisons également de diffusion de la fabrique à projet sur un certain nombre de personnes qui sont en poste, des fonctionnaires qui sont en poste dans leur métier, dans différents métiers. J'en ai actuellement 14 qui ont été formés à la méthode Vianeo, donc une vraie forme. Ils sont formés pendant 3 mois, à 10% de leur temps, qui est dédié à la fabrique à projet. Ils sont formés la moitié de ces 3 mois, pendant 6 semaines, à la méthode Vianeo. Et puis ensuite, je les forme également à la posture de l'accompagnateur, à plusieurs techniques d'accompagnement, de découverte de personnalité, de comprendre les personnalités des porteurs de projets pour pouvoir s'y adapter, pour que l'accompagnement soit le plus fluide possible. Et c'est toute une expérience que j'ai pu développer dans l'accompagnement de start-upers que finalement, je répercute complètement sur l'accompagnement de porteurs de projets. Et je travaille également énormément avec un réseau d'ambassadeurs, de personnes qui sont capables de porter, entre guillemets, la bonne parole sur la fabrique à projet et d'être un réseau de remontée et de descente d'informations entre la fabrique à projet et leurs différentes directions, services et leur propre réseau. Mais je crois que la notion de réseau est quelque chose qui va être, et d'animation du réseau est un sujet sur lequel
notre second intervenant va beaucoup insister. Vous verrez qu'on a énormément de parallèles et je fais le choix de pas trop en parler. Et donc, pour terminer, juste, vous avez, je pense, compris que notre démarche est résolument centrée sur les usagers, aussi bien les agents personnels de la métropole que les citoyens ou les futurs ou les directions de la collectivité qui sont impactées. Et c'est une démarche qui met vraiment les usagers au cœur. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, il faut… Merci Marie-Christine, parce qu'il y a plein de questions, il y en a déjà d'ailleurs qui apparaissent, on va se les garder pour écouter à présent Romain. Un petit point que je veux souligner, c'est qu'on a 2 cas ici qui sont vraiment intéressants et dans 2 organisations, l'une publique et l'autre privée. L'un des sujets, je pense, c'est aussi de se dire, est-ce qu'il y a des différences ? Voilà, on a une idée sur la question, mais je vous laisse avoir cette question en tête. Romain, à toi. Merci en tout cas de partager ce cas passionnant. Merci Séverine et merci Marie-Christine. Et rebonjour à tous. Romain Lignot, je suis donc directeur du ICI Lab au sein de Sodexo. Avant de vous expliquer un peu ce qu'est le ICI Lab, je vais vous relater rapidement mon parcours au sein du groupe. J'ai eu différents postes depuis une vingtaine d'années au sein du groupe, aussi bien sur les opérations que sur les ventes. Et puis, depuis 3 ans, je travaille sur une structure, donc le ICI Lab, qui est une cellule rattachée au sein d'un segment d'activité du groupe Sodexo, donc le segment école et université, qui est une structure qui permet de travailler sur à la fois des relais de croissance, des nouveaux modes de collaboration, et de travailler aussi tout ce qui est approche compte stratégique, grand compte. Donc, au sein de cette démarche, je travaille un peu de la même manière que Marie-Christine, c'est-à-dire avec une équipe réduite et par contre en transversale par rapport à nos différents sujets. Le ICI Lab donc regroupe cette activité et c'est depuis environ 2019 que nous avons travaillé sur notre capacité, Sodexo, le groupe, à préparer nos ressources de demain. Parce que c'est un vrai sujet dans nos métiers que d'être en capacité de préparer, de former et au regard de l'évolution de nos métiers, de pouvoir mettre en face les bonnes réponses en termes de ressources humaines. Donc du coup, face à ce constat, on a identifié pas mal de pistes qui nous permettraient de pouvoir répondre, alors de manière parcellaire bien souvent, et puis on estime que ce package global va nous permettre de pouvoir nous préparer. Et l'initiative donc de l'intrapreneuriat fait partie de cette démarche et avait particulièrement d'écho au sein du groupe Sodexo pour plusieurs raisons. Je dirais la première raison, c'est que le groupe il s'est créé en 1966 à Marseille par une petite activité de restauration et puis il a grandi de manière assez exponentielle jusqu'à aujourd'hui avoir 430 000 collaborateurs dans le monde, mais cette croissance, elle s'est portée sur les hommes et sur les femmes qui la composent et surtout sur les prises d'initiative. C'est-à-dire que c'était un agglomérat de petits entrepreneurs régionaux qui finalement faisaient et composaient la force du groupe. Donc il y a l'ADN derrière tout ça d'entreprendre qui est extrêmement présent au sein du groupe. Néanmoins, cet ADN, il a été quelque part étouffé parce que, comme je l'ai dit, on a une taille importante. Cette taille importante fait qu'on a des process à suivre, on a sécurisé des activités, sécurisé des marges, on doit être très précis dans la manière dont on adresse les expériences utilisateurs et consommateurs. Et toute cette sécurisation qu'on a processée, elle a un petit peu étouffer, tuer cette capacité à oser, à redonner en fait cet esprit d'entreprendre à tous les collaborateurs au sein du groupe et à libérer les énergies. Et c'est en partie ce qui nous a poussé à se dire que, bien sûr, même si l'ADN du groupe est présent, on a plusieurs générations de collaborateurs qui ont été intégrés et on a besoin de redonner ce souffle de l'innovation et de l'envie d'oser pour aller creuser et défricher de nouvelles activités et en tout cas libérer ces énergies. Je vais vous partager quelques éléments qui devraient accompagner mon discours. Des fois, un peu de visuel, ça ne gâche rien. Donc voilà, ça c'était en septembre 2019.
Un autre élément qui est particulièrement… Hop, je vais dérouler. Pardon. Un autre élément qui nous a marqué, c'est aussi la situation qu'on avait au sein de nos collaborateurs, avec justement, comme je le disais, ces nouvelles générations et cette quête de sens qui était nécessaire. On avait une perte de talent, on avait une perte de collaborateurs, on n'arrivait pas à les garder dans l'entreprise, à les faire prospérer. Du coup, on avait évidemment une image d'entreprise qui était améliorée et une capacité à donner de la perspective à ses collaborateurs. Et c'était aussi un élément important pour nous que d'appuyer sur cette quête de sens et leur redonner en fait cette capacité d'expression. Donc, on a poussé donc, ces différents sujets jusqu'à se dire l'ADN du groupe, c'est bien les hommes et les femmes qui la composent, c'est bien notre force et notre capacité à faire au quotidien. Donc, on a créé une volonté d'initiative entrepreneuriale qui est tournée autour de justement des hommes et des femmes, autour d'une communauté. Notre volonté était vraiment de flécher autour de on doit travailler différemment, on doit composer notre avenir avec nos forces vives. Et la communauté, les hommes, les femmes étaient le centre du réacteur et sont toujours le centre du réacteur pour nos activités. Ce qui fait qu'au quotidien, on a sélectionné, alors là vous avez quelques dates, on s'est fait accompagner par l'Institut de l'entrepreneuriat, Véronique en tête, qui nous a aidé à comprendre comment est-ce que ça pouvait être une réponse et comment est-ce qu'on devait structurer ensuite cette dynamique au sein de Sodexo. On a bien sûr sélectionné ensuite une première communauté. Alors moi, j'ai sélectionné cette communauté parce qu'il fallait un point de départ, et donc on a travaillé sur des profils, on a travaillé sur aussi cette ADN du groupe et cette capacité à être acteur, moteur dans cette dynamique. Et donc on a créé une communauté très tournée autour de la compréhension à la fois de nos business en tant qu'opération et aussi vente. Et puis ensuite, on a commencé à former cette communauté. Alors Christine l'a très bien dit, il y a un accompagnement, on a eu Make Sense qui nous a accompagnés, qui continue à nous accompagner sur des méthodes agiles, sur différentes manières d'intelligence collective, de pouvoir travailler à distance, en asynchrone, pour que l'on puisse faire avancer nos réflexions et nos projets. Et donc, on a de cette communauté, de cette formation, on a le meilleur moyen que de se former, c'est de tout de suite se lancer avec les premiers projets. Donc, on a intégré 2 premiers projets dans notre réflexion, et ensuite, on a trouvé une manière de dérouler à la fois cette capacité à aller rechercher la valeur, aller benchmarker, aller vérifier que ça parlait bien et ça répondait bien au marché, qu'on avait une forme de proposition qui serait pérenne. Et donc, on a fait ces différentes étapes. On a été, pour nous en tout cas, dans le scénario, notre démarche est plutôt de creuser, de valider et ensuite de faire valider auprès du COMEX le fait que ces idées aient de la valeur ou non, en tout cas qu'on donne une capacité à se projeter avec, afin de décider à ce temps de COMEX si oui ou non ces idées sont gardées, sont poussées et sur lesquelles on en définit après une stratégie d'investissement pour qu'on puisse pousser plus loin ces futurs sujets, qui sont des sujets soit de relais de croissance, de développement de business, mais qui peuvent aussi être des sujets qui touchent à notre empreinte RSE, qui fait aussi partie d'un des piliers de Sodexo. Donc, bien sûr, on est plutôt dans une volonté sur ces premiers projets d'essayer de démontrer aussi une forme de résultats donc comptables, dans lesquels on peut imaginer qu'on ait un développement qui soit palpable, et donc on a plutôt fléché ces premiers sujets autour de ça. Mais bien entendu, on n'exclut pas pouvoir travailler sur d'autres aspects de notre groupe. Mais bon, la communauté étant émergente, comme l'a précisé Séverine, on est dans un début d'activité, et donc on a, je pense, quelques années, j'espère, d'avenir qui nous permettront de démontrer qu'on peut travailler sur tous les pans de valeurs que notre groupe propose. Donc, voilà, moi, notre structuration d'activité et d'entrepreneuriat,
nos collaborateurs ne sont pas, et quand on a designé avec eux et avec l'Institut de l'entrepreneuriat, ça a été un élément assez fondateur de notre manière d'avancer, ne sont pas démobilisés ou positionnés avec des temps partiels sur cette activité. Ils le font en plus, et donc il y a une vraie logique à la fois de temps donné, d'attractivité, du coup, des sujets que l'on va traiter, et puis aussi une forte logique de reconnaissance et de capacité à démontrer que ça sert l'entreprise, mais ça sert le collaborateur, à la fois dans son apprentissage personnel, mais aussi peut-être dans une forme de parcours professionnel au sein de l'entreprise. Donc, ce sont aussi tout un tas de sujets que l'on essaye de flaguer dans notre manière d'avancer pour qu'on comprenne à quel point en fait, une dynamique de ce type sert l'entreprise, sert individuellement et collectivement nos manières de travailler, et puis transversalise, et c'est un faible mot lorsqu'on est dans un groupe très siloté au regard de son organisation, transversalise pour mieux répondre aux sujets de demain et mieux répondre ensemble. Voilà, c'est un sujet de mode de collaboration qui est assez important pour nous. Donc, on expérimente et on est sur la route. On commence à avoir quelques résultats positifs et il reste encore beaucoup de choses à faire. Je crois avoir terminé sur cette partie, sur la partie qui était la mienne, et je te laisse la main, Véronique. Merci beaucoup. Et effectivement, sans transition, puisque c'est Véronique qui va faire la transition vers d'autres questions. D'abord, on pose des questions, non? On passe directement. Non, si tu peux nous faire un peu une synthèse. D'accord. Donc, on a deux cas qui se situent dans des univers complètement différents, puisqu'on a une collectivité locale d'un côté et on a une grosse entreprise de l'autre. Cependant, moi, je vois énormément de points communs. Je vois que quelque part, ces deux dispositifs d'entrepreneuriat ont répondu à la question. Donc, ils ont plutôt misé sur les personnes que sur les projets. Ce que je peux dire, puisque j'ai accompagné Sodexo, donc je ne me permettrai pas de parler pour Marie-Christine, mais pour notre part, Sodexo et l'Institut de l'entrepreneuriat, on a voulu se positionner en opposition aux dispositifs intrapreneuriaux qui sont les plus populaires en ce moment, à savoir les grands appels à projets qui parfois recueillent plusieurs centaines d'idées, qui passent à travers différentes phases, dont des phases d'incubation, d'accélération qui peuvent être menées au sein de l'entreprise ou dans des incubateurs externes, et qui aboutissent, même si on parle de centaines d'idées, généralement à très très peu de projets en fin d'entonnoir. Le problème de cette approche, c'est que c'est une approche qui n'est pas bien intégrée dans l'entreprise. Donc, on constate que beaucoup d'intrapreneurs qui passent 6 mois et plus sur le projet ont beaucoup de mal à réintégrer l'entreprise, à trouver une maison pour leur projet, à garder de bons liens avec les parties prenantes. Donc, il y a un peu un côté corps étranger de ces programmes. Et puis, l'autre problème qu'on a avec ces programmes, c'est le côté stop and go. Donc, il y a un fort investissement, on met beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts de communication, on mène à bien une saison, on réalise que finalement, il n'y a pas tant d'idées que ça. Peut-être qu'on va mener à bien une deuxième saison et puis on s'arrête. Donc, le gros problème de cette approche, qui est l'approche dominante, qui est l'approche la plus diffuse, c'est à la fois le manque d'intégration et le manque de pérennité. Donc, comme à l'Institut, on étudie ces questions de très près et on a analysé des dizaines et des dizaines de cas. On est arrivé à préconiser une autre approche qui est une approche plus intégrée, plus au fil de l'eau et qui s'appuie vraiment sur la formation, l'identification et la formation de personnes qui peuvent avoir différents rôles. Donc, dans le cas de Marie-Christine, ces personnes vont accompagner les idéateurs, les porteurs de projets. Elles peuvent être elles-mêmes porteurs de projets
mais elles sont en tout cas des ambassadeurs. C'est en tout cas des gens qui ont été fléchés, qui ont été identifiés comme des gens ayant un talent, comme des gens ayant une appétence pour l'intrapreneuriat, et que si on les nourrit, peuvent être des rôles modèles, en fait, des modèles pour le reste de l'entreprise, porter la bonne parole et puis avoir un impact un peu en forme de tache d'huile. Donc, l'idée, c'est de démarrer sur un petit groupe de personnes, de les mettre ensemble, parce que souvent, les intrapreneurs sont isolés. Donc, ces profils-là, ben, c'est très intéressant de les réunir pour qu'ils puissent s'appuyer les uns sur les autres. Donc, c'est le cas de la communauté des intrapreneurs chez Sodexo. Donc, ces personnes-là se connaissaient vaguement. Elles viennent de régions différentes, de fonctions différentes. Elles se sont trouvées réunies. Elles ont suivi des formations ensemble. Et il y a un côté collectif qui est très intéressant, puisque à l'origine, on avait une dizaine d'idées. Donc, chaque intrapreneur a apporté une ou deux idées et on en a sélectionné quelques-unes. Et tout le groupe a déporté ses efforts sur ces deux projets dont ils ont travaillé en mode collectif pour faire avancer ces deux projets. Donc, en fait, on dissocie le projet de l'intrapreneur, et je vois que chez Marie-Christine, il y a aussi cette idée de dire que oui, on a des porteurs de projets, mais surtout, on a une communauté d'accompagnateurs, de chefs de projet qui sont là pour durer, qui auront une activité pérenne, qui vont devenir de plus en plus compétents, qui vont devenir de plus en plus collaboratifs. Et on pense que ça, c'est la bonne approche pour vraiment opérer une transformation culturelle. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de points communs. Je dirais que peut-être que l'approche de Marie-Christine me semble encore plus structurée, grâce à toi, Séverine. Nous, on a travaillé un petit peu plus en mode émergent et on a eu un gros intérêt pour tout ce qui est la notion de communauté. Ça nous paraît une notion très riche. Comment on fait vivre une communauté, comment on la fait émerger, comment on l'anime. Je pense que ça, c'est un sujet qui est de plus en plus important dans les entreprises. Et voilà, on a voulu se situer d'emblée sur cette nouvelle démarche. Super, passionnant. Merci pour cette synthèse, Véronique. Il y a pas mal de questions, donc j'ai envie de passer moins de temps, nous, sur des questions un peu, qu'on avait envisagées et d'aller vous répondre. Néanmoins, j'ai quand même une question pour chacun de vous. Puisqu'on voit à quel point le point de départ, c'est vraiment les personnes et l'implication, tu l'as dit, Marie-Christine, être impliquée dans le projet, vraiment dès le départ. Il y a aussi un sujet de valorisation de ces personnes. Elles viennent forcément en ayant envie de quelque chose. Comment est-ce que chacun voulait valoriser, et à la fois peut-être au sein de la communauté, mais bien évidemment plus largement au sein de l'organisation? Je ne sais pas qui veut commencer. Je crois qu'il faut que tu nous donnes la parole parce que sinon on va se regarder, on va attendre que l'autre parle ou on va parler en… Marie-Christine, tu as la parole. Je crois que c'est une des questions d'ailleurs qui a été posée dans le chat. La valorisation, en fait, nous, les personnes qui viennent s'impliquer dans la fabrique à projet, alors, on a deux catégories. J'ai les chargés de projet qui sont impliqués par l'aide de mission à 10% de leur temps. Et je les remercie d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, ces 10% de leur temps, ils n'ont pas 10% de mission en moins sur leur fiche de poste. C'est-à-dire que c'est à eux de se débrouiller, de trouver ce 10% de leur temps pour participer à la fabrique à projet. Ils n'ont pas 90%, ils ne sont pas à 90 et à 10%, ils sont à 100% plus 10% comme ils peuvent. Donc, déjà, ces gens… ils trouvent la valorisation, j'ai envie de dire, c'est comment ils y trouvent leur compte, comment ils sont contents d'y participer et ils ont envie de continuer. Je crois que je vois deux éléments, en tout cas, ils vont remonter déjà deux éléments importants eux-mêmes, qui sont la montée en compétences. Ils apprennent des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, et c'est quelque chose qui les valorise et qu'ils peuvent réintégrer dans leur propre direction, avec leurs collègues, avec leur direction, dans leur propre service. Et c'est une façon aussi, finalement, pour après, derrière, de se valoriser s'ils en ont envie.
D'ailleurs, Et excuse-moi Marie-Christine, mais c'est intéressant de savoir que dans les personnes, tu as aussi bien des gens en charge de la propreté que des bibliothèques. j'ai du cadre, du non-cadre, j'ai un menuisier, j'ai un agent, je parle des chargés de projet, donc ceux qui sont formés, qui accompagnent ensuite les porteurs de projet. J'ai un agent de la police municipale, j'en ai un qui s'occupe des centres aérés, j'ai un menuisier, j'en ai un qui est responsable du service nettoyage, j'en ai une qui est bibliothécaire. Enfin, j'ai une variété de métiers, des gens qui ne se connaissaient pas pour l'immense majorité d'entre eux avant, hein, puisque on est également, je pense, on a un petit peu une structuration de grands groupes extrêmement silotée. On a des centaines et des centaines de métiers différents en interne. Hein. Comme tu disais, on a des gens de la propreté, comme on a des cadres sup ou du back-office ou des métiers très précis. Enfin, voilà, il y a une grande variété. Et rien que le fait pour eux de se connaître, de faire cette transversalité, de découvrir d'autres métiers, d'autres personnes aussi motivées qu'eux, parce qu'ils viennent vraiment parce qu'ils sont motivés pour venir, ils ne sont pas désignés volontaires du tout. Rien que ça, déjà, ils sont valorisés. Après, en termes de reconnaissance, j'ai envie de dire peut-être plus des porteurs de projets, j'ai différentes manières de leur apporter de la reconnaissance. Alors, la montée en compétences, toujours. Rapidement, Marie. C'est toujours, Romain, oui, toujours quelque chose d'important, d'accord. Mais déjà, ils sont valorisés dès la première étape. La deuxième étape, au moment où ils présentent leur idée en comité de programmation, puisque le comité est retransmis en direct, en visio. Donc, tous leurs collègues peuvent les voir et voir qu'ils sont impliqués et qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et ça, à la fois, parfois, bien sûr, ça leur fait un peu peur, forcément, mais c'est extrêmement valorisant au final pour eux. Et puis, j'en parlais un petit peu rapidement tout à l'heure, de manière un peu structurelle, ils auront une mention sur leur prochaine évaluation professionnelle. C'est aussi une valorisation, j'ai envie de dire, plus officielle, pour faire plus court. Super, merci. Romain? Alors, de la mise en valeur. Oui, nous, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a à la fois de l'apprentissage personnel et puis il y a aussi comment est-ce que ça va servir dans leur progression, leur parcours au sein de l'entreprise. En apprentissage personnel, on a évidemment toute une phase de formation et d'accompagnement sur toutes les étapes des différents projets qui amène cette forme d'apprentissage et qui permet, in fine, de pouvoir donc être dans cette phase de pitch auprès du COMEX, de mes collègues, pour pouvoir définir quelles vont être les orientations qui pourront être prises par rapport à ces projets porteurs. Donc, de cette première partie-là, on en a tiré, et ces interactions-là, c'était des retours assez forts qui correspondent à une forme de mise en valeur, et on a souhaité, dans un deuxième temps aussi, travailler sur cette capacité à leur faire prendre conscience, et nous-mêmes, je le disais tout à l'heure, on débute, donc on a besoin d'apprendre et on découvre les choses et on apprend en avançant. Donc on a travaillé avec Véronique sur la volonté de créer une forme de petit moment de reconnaissance à chaque fin de parcours, ou en tout cas de projet, d'identifier une forme de diplôme. Alors on est parti sur un principe de diplôme plutôt que l'on pourrait retrouver autour des arts martiaux, avec un principe de dan, de différentes compétences, de ceinture avec des couleurs. En tout cas, de démontrer qu'on peut arriver à faire un premier pas dans cette dynamique et puis y rester. Comme on l'a dit, nous, notre communauté, elle va traiter plusieurs sujets et plusieurs projets au cours des prochains exercices. Et donc, elle va aussi continuer à grandir dans ce cadre-là et à se perfectionner sur ces méthodes, à la fois sur la manière de faire et puis aussi sur les résultats des projets et de la visibilité en interne. Et enfin, pour boucler, parce que la communauté, on l'a dit tout à l'heure, elle se manageait, et comme dans toutes les entreprises, il y a des départs, des arrivées, il faut qu'il y ait aussi suffisamment de dynamisme autour de cette communauté. On a aussi positionné des temps de communication interne avec de la com transversale qui permet de mettre un peu un zoom, un focus sur ce qui se passe dans l'initiative intrapreneuriale, qui nous permettent à la fois de mettre en valeur les équipes et aussi de donner envie à des nouveaux collaborateurs qui souhaiteraient tenter de rentrer dans cette aventure et de venir grossir les rangs.
Super, merci. Alors, j'ai envie de passer la parole à tous les participants. Vous êtes là, vous laissez le temps de poser les questions. Pascaline, est-ce que tu veux… Alors, Ouais. oui, il y a Thales Digital Factory donc, qui qui est pose pas mal de questions, qui se cache derrière Thales Digital Factory, pas mal de questions qui questionnent pas mal la logique intrapreneuriale dans ce que vous venez de présenter et qui dit, peut-on créer une intraprise sans y consacrer toute son énergie? Quelle est la vocation de cette intraprise? Donc, la question, voilà, est-ce que le mode projet et le temps partiel dont vous parlez, c'est vraiment de l'intrapreneuriat voilà, donc la question, oui, la logique. Ça pose la question aussi du devenir de ces projets dans l'entreprise. Et de leur positionnement, en fait, c'est quoi ces projets? En fait, pour nous, on ne sait pas, avant qu'on démarre les projets, tant que les projets n'ont pas été suffisamment maturés, et finalement, on ne sait pas définir si on va y allouer des moyens importants qui définiront qu'on va peut-être arriver à une nouvelle activité, une corp-up ou une start-up extérieure. Enfin, on ne sait pas définir au démarrage quel va être l'avenir. Néanmoins, on sait à ces moments d'échange et au moment de l'arbitrage définir quelles vont être les orientations qu'on va proposer. Dans le passé, sur des activités de Sodexo, nous avons eu des activités qui ont été créées qui sont maintenant des corp-up du groupe, parce qu'effectivement, elles ont pris, cette dynamique a pris son envol, et ça a été fait en parallèle. On ne parlait pas d'intrapreneuriat à l'époque, l'initiative qu'on présente là n'y était pas, mais on était bien dans quelque chose qui, de près ou de loin, était déjà cette démarche. Donc, très certainement que pour arriver à une démarche de création d'entreprise, le mode projet est peut-être qu'un démarrage et peut-être qu'il faut passer à une étape supérieure après. Là, pour ma part, en tout cas, je suis un peu jeune dans l'exercice pour pouvoir donner ce retour d'expérience. Marie-Christine, vous avez peut-être un peu une autre approche Oui, nous, on a une autre approche puisque nous, on n'est pas du tout dans la démarche de création de spin-off, d'entrepreneuriat, mais pour moi, la démarche intrapreneuriale, elle me semble évidente parce que finalement, on accompagne et les porteurs de projets passent par toutes les étapes, par des étapes, par des questionnements qui sont similaires à ceux que j'ai pu avoir quand j'ai du temps où j'accompagnais des startups, sans être exhaustif, mais par exemple la notion de marché pour une startup, pour un porteur de projet intrapreneur, pour nous, c'est une notion de cible, une notion de besoin d'utilisateur qui reste finalement leur marché. La notion de business, de rentabilité, de viabilité, nous, on la remplace. Évidemment, on n'a pas de notion de business, mais on va la remplacer par des indicateurs d'impact ou des indicateurs de performance. La notion de commercialisation, ça va être plutôt par une notion de communication. Par exemple, nos porteurs de projets intrapreneurs, je les apprends à pitcher, donc un peu comme on le fait pour un start-upper. Donc, ça reste de l'intrapreneuriat, c'est vraiment interne, mais ça peut aussi aboutir à des nouveaux services pour les citoyens, pour des enfants, pour des seniors, pour quelles que soient les cibles, même si derrière, il n'y a pas une notion business, une notion marchande. On reste bien pour nous sur une vraie démarche d'entrepreneuriat en interne, j'ai envie de dire, sans notion de spin-off. Avec un enjeu qui est qu'à terme, les directions concernées par ce nouveau projet se l'approprient. Se l'approprient et que le projet soit déployé. Bien sûr, tout comme Romain, on ne sait pas au début ce que le projet va devenir. On ne présage pas parce qu'on n'avance pas à pas, parce qu'on fait d'abord, on fait de l'innovation frugale, on fait avec ce qu'on a, pardon, je fais un copyright Vianéo, on fait avec ce qu'on a dans notre frigo, on fait avec des petits moyens, et il ne s'agit pas d'aller chercher Mais c'est une démarche intrapreneuriale déjà. Je crois qu'il y a eu une des questions sur l'incertitude, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde, mais ils le prennent réellement comme ça, et c'est un droit à l'essai, un droit à l'erreur, et on avance, on recule, on tient compte des retours d'expérience, et tout comme le ferait un start-upper. Moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le monde des startups, et c'est exactement la même démarche. Pascaline, une autre question? Oui, une autre question. J'ai
Clémence qui pose la question de qu'est-ce que l'accompagnement a apporté. Alors, on peut dire l'Institut de l'entrepreneuriat dans un cas et Vianeo dans l'autre. Qu'est-ce que ça vous a apporté respectivement, Romain et Marie-Christine? Dans notre cas, le travail qui avait été fait en amont de benchmark de ce qui se passait sur ces dynamiques-là était nécessaire. Enfin, on avait besoin de pouvoir se challenger avec une structure sachante qui pouvait nous apporter différents points de vue et nous orienter sur l'allocation de peut-être une définition qui corresponde le mieux à la fois à ce qui se passe dans cette démarche et dans cette dynamique entrepreneuriale, mais aussi en relation avec l'ADN de notre entreprise et notre groupe. Si on a fait ce choix de ne pas reproduire ce qui existait et ce qui est majoritairement mis en œuvre, comme l'a dit Véronique, sur des projets ou d'autres méthodes avec appel à projet, etc., de structuration, c'est aussi parce qu'on a eu cette capacité de prise de recul et d'avoir un pas de côté qui nous permet de nous dire, attention, est-ce qu'on a une structuration d'entreprise, est-ce qu'on a une organisation, un ADN qui nous permet, ou sur lesquels ça va cultiver quelque chose qui permettra d'être bénéfique pour l'entreprise si on va dans cette dynamique. On a beaucoup travaillé autour de ça. Et ensuite, le deuxième élément, et donc cette stratégie, premièrement, et deuxième élément qui me semble important, c'est aussi la capacité, à partir du moment d'avoir défini la stratégie, de pouvoir nous challenger sur la manière de mettre en œuvre cette stratégie en nous apportant un savoir-faire qui est transversal, parce que derrière l'Institut de l'entrepreneuriat Véronique, c'est un écosystème d'acteurs, et donc on a pu aussi travailler avec plusieurs acteurs en prenant des temps d'échange, des temps de réflexion, et comme je le mettais en avant, Make Sense nous a permis de passer quelques étapes, notamment sur la formation. Humana nous a permis de réfléchir sur la manière dont on voulait travailler sur l'asynchrone et le mode collaboratif à distance. Enfin, on a été accompagné, et je dirais, grâce à ce partenariat, pour pouvoir avancer de manière un peu plus... alors peut-être moins en mode projet, peut-être moins en mode intrapreneur, je fais des essais et je pivote, mais d'être un peu plus à l'objectif de ce qu'on avait envie de tirer comme profit de cette démarche. Ok. Alors pour ma part sur l'accompagnement, donc si on fait un parallèle, l'accompagnement Vianeo, je dirais qu'il y a trois éléments, pour faire bref, parce que je vois qu'on a pas mal de questions, il nous reste une dizaine de minutes. On a trois apports majeurs pour nous. La montée en compétence des chargés de projet par la formation à une méthode de gestion de projet innovant, comment appréhender la certitude. Enfin, voilà, il y a une vraie montée en compétence qui est faite et très bien faite. D'ailleurs, Pascaline, merci mille fois parce qu'ils arrivent au début, après la première formation, ils sont complètement interrogatifs. Après la première demi-journée, ils sont complètement chamboulés. Dans leur tête, les neurones se mélangent. Et derrière, ça leur permet de vraiment complètement intégrer cette méthode et d'y accrocher. Et ça fait vraiment l'unanimité. Donc, il y a un premier apport en montée en compétences qui est un des éléments importants. Un deuxième apport, je vais dire, c'est l'outil SI, l'outil de gestion de projet via la plateforme Vianeo, qui nous permet de gérer le workflow, qui nous permet de gérer toutes les étapes. Et justement, en parlant d'étapes, le troisième niveau, ce qui est peut-être le plus important, en tout cas au quotidien, c'est la structuration. Ça nous oblige à respecter les étapes, ça nous contraint, entre guillemets, dans le bon sens du terme, à rester centré sur les utilisateurs. Et utilisateurs, pour nous, ce sont vraiment les usagers, qui soient internes ou externes, des citoyens, et les directions impactées, qui est pour nous, en tout cas, je pense, un gage de succès du déploiement des projets ensuite et de leur pérennité dans le temps. Et c'est vrai que dès que je vois qu'un projet commence à s'éparpiller un petit peu,
je le ramène gentiment sur la plateforme et les choses s'éclaircissent. Ah oui, c'est vrai, on a oublié ça, c'est pour ça qu'on a ce problème. Donc vraiment, ça nous apporte cette structure qui nous permet d'innover, j'ai presque envie de dire en toute tranquillité, puisqu'on s'y raccroche régulièrement, mais ça nous permet de faire des petits écarts. Ok, alors il y a une question de Sandrine. Ne faut-il pas isoler les initiatives du reste de la structure pour protéger les idées des process, des procédures classiques, rigides de gestion de projet, en fait, notamment dans les grands groupes? Justement, je pense que c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, pour ma part. Je pense que si on travaille en mode silo, dans son coin, et on surprotège notre idée à un moment, notre pépite, et on va la produire, on va la faire dans une espèce de petite bulle, la phase d'industrialisation et de mise en réalité sur les phases tests, voire les déploiements, elle est pour nous, dans mon groupe, très compliquée. On a fait ces erreurs-là, excusez-moi, notamment autour de solutions IT, d'interconnexion entre des ventes et du développement de B2B2C pendant cette période. Moi, j'ai fait plusieurs tests pendant la période, notamment du confinement. Enfin, on a fait des choses. Pendant le confinement, on a eu une période où justement, on était un peu isolé de certains process, on est un peu isolé et on a eu la liberté de faire pas mal de choses, peut-être un peu plus avec souplesse. Quand on est sorti du confinement et qu'on s'est dit on veut appuyer sur le bouton pour l'industrialiser, le mettre partout en France, on est re-rentré dans la réalité de notre entreprise et dans la réalité de ce qu'on n'avait peut-être pas impacté dès le départ du projet comme étant des contraintes majeures. Et donc, résultat, le projet est mort-né avant même que l'on ait pu le déployer. Et donc, moi, je pense que il faut garder l'agilité de cette petite bulle qui est, pour ma part, le ICI Lab et cette démarche entrepreneuriale, la communauté. Mais à l'inverse, il ne faut pas l'isoler de la réalité du monde de l'entreprise qui l'entoure et qui la fait vivre, parce que voilà, il faut qu'à un moment, ce qu'on produise soit réaliste. Voilà. Sol, comme je ne sais plus, Marie-Christine, tu avais dit. Marie-Christine, tu as quelque chose à ajouter peut-être? Je rejoins complètement ce que dit Robin. C'est pour ça que nous, la Fabrique à Projet est un des outils de développement de la transversalité dans notre structure publique qui peut être assimilée à un petit grand groupe. J'ai souvent vu des projets d'expérimentation justement protégés, gardés en cocon jusqu'au moment de l'expérimentation. Et très souvent, ces projets, malheureusement, n'ont pas vu leur déploiement parce que justement, ils avaient été faits hors sol, hors de la réalité, et sans impliquer les directions les services ou les directions métiers qui devaient ensuite forcément s'en emparer pour le déploiement. Donc, j'ai exactement la même approche que Romain. Je pense que l'on soit, encore une fois, j'ai presque envie de dire, que l'on soit dans une structure business ou une structure publique, l'expérience de garder confidentiel un projet jusqu'à sortie du POC est rarement positif pour son avenir. Et peut-être on a encore un peu de temps pour d'autres questions. Merci. Alors, je remonte dans le chat, question de Michel qui dit quel dispositif pour la diffusion d'une culture entrepreneuriale, et qui pose aussi la question quid des porteurs de projets qui amènent des projets pertinents mais qui n'ont pas des specs d'entrepreneurs, qui n'ont pas des profils d'entrepreneurs. Alors là, je pense que ça pose la question qui est peut-être un peu la question au cœur de notre sujet finalement. Est-ce que c'est le projet ou est-ce que c'est la personne? Alors, de mon expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment, j'ai accompagné 140 ou 150 startups en une quinzaine d'années. J'ai discuté avec pas mal d'investisseurs de ces startups. On a souvent partagé le 80-20, cette terrible loi de Pareto. Et le 80%, c'est de la réussite d'un projet, c'est l'homme.
20%, c'est le projet. Un même projet dans les mains de 2 entrepreneurs différents n'aboutira pas au même résultat. Et je pense que ça, c'est quelque chose dans ce domaine-là qui était extrêmement partagé. C'est pareil pour l'intrapreneuriat. Et c'est pour ça que ces projets sont bien sûr sélectionnés sur des critères qui sont le nouvel usage, l'intérêt collectif et d'autres comme ça, mais également sur un critère auquel je tiens beaucoup, et qui n'est pas un mot français, mais que j'appelle l'accompagnabilité, c'est-à-dire la capacité d'écoute que peut avoir une personne, la capacité de remise en question, la volonté d'apprendre, la volonté d'évoluer, la volonté de voir les choses sous un autre angle. Et là aussi, Bieneo nous apporte une aide finalement parce que le fait d'accepter de rentrer dans cet accompagnement et dans une méthode extrêmement nouvelle en fait des porteurs de projets, des potentiels entrepreneurs et comment dire, on pressent ces specs dont parle notre auditeur, on pressent voilà, cette capacité, je parle plus de capacité à apprendre et de capacité à se remettre en question, qui sont pour moi un des éléments importants d'un entrepreneur ou d'un intrapreneur. On a un avis sur le sujet? Non, je ne veux pas en rajouter, pas d'avis particulier complémentaire. Je peux me permettre de te poser une petite question, Romain, puisque tu as quand même choisi 10 personnes qui avaient un certain profil. Alors, tu peux peut-être me dire le secret, quoi, le critère secret qui t'a amené à choisir ces 10 personnes pour créer la communauté, le noyau de la communauté. Ouais. Je pense que avant tout, alors ces personnes-là venaient avec, bon, comme je l'ai dit, j'ai quelques années au sein du groupe et c'est des personnes qui ont majoritairement quelques années avec lesquelles j'ai collaboré sur différents projets purement en interne et d'autres. Les deux champs, alors il y a un prisme d'abord de mélange de communautés par rapport à leur niveau, à ce qu'ils font dans l'entreprise, et on voulait à tout prix mixer en fait ces compétences-là et ces champs d'application parce que évidemment c'est par cette mixité que nourrit certaines réflexions et les regards croisés. Le deuxième élément majeur qui fait que je dirais la communauté a su travailler et sait en fait prendre plaisir à développer ces dynamiques, c'est sans doute parce que leur profil est un profil sur lequel ils vont au-delà de ce qu'ils font du quotidien. Ils se posent la question de pourquoi ils font les choses de cette manière et pourquoi finalement aujourd'hui on ne serait pas en capacité de faire les choses différemment. Et ça, ils l'ont déjà exprimé, en tout cas moi j'ai déjà vu ces sujets-là de manière très analyse incrémentale sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, etc. Bon, ça a un intérêt, mais ce n'était pas le cadre de notre démarche. Néanmoins, c'était quand même une capacité à se dire mais quel est le sens de tout ça et comment est-ce que finalement je comprends le monde qui m'entoure et je me dis que je pourrais appliquer les choses différemment demain en proposition de valeur, en proposition de service, en manière de faire, parce que ça a plus de sens pour moi et j'ai envie de l'apporter pour moi et pour l'entreprise demain. Donc, évidemment, c'est une première communauté qui a été choisie. La question maintenant, ça va être de réussir à la manager. Et ça, c'est un élément, je trouve, qui est vraiment un élément hyper... en tout cas pour la pérennité de ma partie, ce que je trouve le plus vrai, c'est que ce management de communauté d'intrapreneurs, il ne se fait pas comme un management d'un service, il ne se fait pas comme un management d'une autre activité, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes codes et les mêmes ressorts dans cette capacité à faire travailler et à faire venir, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas du temps dédié, c'est des fois des projets sur lesquels il y a une adhésion volontaire, des fois c'est le porteur de projet qui est là, et puis des fois pas. Et donc, il faut qu'on donne ce cadre d'expression qui leur donne envie de venir, de donner du temps, de s'associer, de oser apporter des sujets et des regards différents pour qu'on traite de manière complètement peut-être différente les approches, et qui osent dire non dans sa capacité de dire je pense qu'on ne va pas non plus dans la bonne direction et je propose. Et, voilà. Donc, et pour faire tout ça, évidemment, dans nos manières traditionnelles de manager,
on a plus ou moins la place à tout ça. Et du coup, c'est une communauté qui doit vivre avec d'autres ressorts. Et c'est vraiment l'élément clé qui, à notre niveau, est un élément qui permettra de la faire durer dans le temps et de la faire être, entre guillemets, productive, mais en tout cas, non pas productive dans le nombre de projets qu'elle va sortir, etc., mais en tout cas active. Et donc, c'est un sujet qu'on travaille particulièrement en ce moment avec eux, parce que c'est aussi par eux qu'on a créé, donc c'est aussi avec eux qu'on imagine les orientations de demain. Merci beaucoup. Merci, ouais. Il est 18h02, c'est passionnant, on a envie vraiment de continuer. Je me dis, zut, on aurait dû mettre 1h30 notre webinaire. Mais bon, je ne veux pas prendre du temps. Ce qui me vient à l'esprit, à l'image en tout cas, c'est qu'on est là face à des graines éparpillées dans l'organisation et qui ne demandent qu'à s'épanouir et grandir et se révéler dans un terrain nouveau en fait pour l'organisation et qui est travaillé et vraiment vont leur permettre de grandir et qui est vos programmes respectifs d'intrapreneuriat. Vraiment, il y a un beau terreau. Véronique, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'on aurait pu continuer pendant au moins une autre demi-heure, à mon avis. Je pense très sincèrement, je pense que modestement, on détient un filon qui pourrait être une sorte de modèle alternatif. L'appel à projet avec l'entonnoir. On crée cette communauté de personnes impliquées, de personnes compétentes, de personnes engagées qui elles-mêmes deviennent le ferment d'un mouvement dans l'entreprise. Voilà, une vision peut-être plus politique des choses. Et je suis très convaincue, surtout, j'étais convaincue théoriquement, mais là, je suis convaincue pratiquement de la valeur de cette démarche et si parmi nos participants, il y a des gens qui pensent que ça peut être intéressant, eh bien, je les accompagnerai, je pourrais les conseiller dans leur démarche. Mais je pense qu'autour de cette notion de communauté, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Un vrai sujet. Oui. Alors, je vous propose, pour pas qu'on soit trop frustrés là, de nous quitter là, alors qu'il y a tant de choses à se dire, c'est, en fait, je ne vous ai pas prévenu, Marie-Christine et Romain, et Véronique, mais je vous propose qu'on se retrouve dans 6 mois pour faire l'épisode 2 de nos programmes, pour que très ouvertement on se raconte un peu comment les choses évoluent et avec le recul. Et peut-être que d'autres, on aura aussi sûrement d'autres expériences. Ça vous va? Pourquoi pas? À suivre. Voilà, à suivre. Et je pense qu'en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que par rapport à tous les programmes qu'on a vus, et je pense, Véronique, nous-mêmes, on a eu pas mal d'expériences depuis un bon moment à voir émerger. Là, on est face à une telle volonté que ça marche en prenant les bons moyens, que voilà, on est face à des belles transformations, tant de transformation de l'organisation par les personnes. J'en suis convaincue. Merci à tous. Merci Séverine. Merci Véronique. Organiser tout ça, c'est vraiment merci. Et puis, rendez-vous dans 6 mois. Presque jour. On vous confirmera la date exacte. Au revoir à tous. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.